Bonjour, bienvenue dans cette séance de e-learning dédiée à la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation externe automatique. Les objectifs de ce module de formation sont citer les fonctions du cœur, citer les 4 rythmes principaux et parmi ceux-ci, déterminer quels sont ceux synonymes d'un état de mort apparente et quels sont ceux nécessitant une défibrillation. Décrire un DEA et citer les mesures de sécurité quant à son utilisation font également partie des objectifs. En guise de rappel, une réanimation cardio-pulmonaire dans ma fonction de secouriste ambulancier se réalise en alternant des cycles de compression thoracique et des cycles d'insufflation. Les critères de qualité principaux relatifs aux compressions thoraciques dans le cadre d'une réanimation cardio-pulmonaire sont les suivants. La profondeur des compressions doit être comprise entre 5 et 6 cm. La fréquence des compressions doit être de 100 compressions par minute minimum et 120 compressions par minute maximum. Enfin, entre chaque compression, il faut veiller à relâcher complètement le thorax. En résumé, il faut appuyer fort, appuyer vite et relâcher le thorax. En guise de rappel également, comme vu dans votre cours d'anatomie, voici le schéma global du système circulatoire. Au sein de notre système circulatoire, le cœur remplit 2 grandes fonctions, une fonction mécanique et une fonction électrique. La fonction mécanique est assurée par la contraction des oreillettes ainsi que par la contraction des ventricules. Le rôle de la fonction mécanique du cœur est donc d'assurer la circulation du sang au sein de tout le corps humain. Son évaluation, dans le cadre de la réanimation, se fait en évaluant l'état de conscience et la fonction respiratoire. Dans les autres cas, cette évaluation peut se réaliser par une prise de pouls. Pour assurer la fonction électrique, le muscle cardiaque possède, dans sa partie supérieure, au sein de l'oreillette droite, un petit ensemble de cellules appelé nœud sinusal. Ce nœud sinusal possède la faculté de générer des impulsions électriques. Issues de cette petite centrale électrique, ces impulsions électriques se propagent de proche en proche au sein des cellules composant les oreillettes. C'est cette propagation d'impulsions électriques au sein des oreillettes qui cause les contractions des oreillettes. Les impulsions électriques se rassemblent au niveau du nœud auriculo-ventriculaire situé à la frontière entre oreillette et ventricule. De là, elles se propagent au sein des ventricules en suivant des fibres très conductrices de l'électricité appelées faisceaux de His. La propagation des impulsions électriques dans le faisceau de His provoquera la contraction des ventricules. Le rôle de la fonction électrique du cœur est donc de générer et de diffuser les impulsions électriques au sein du muscle cardiaque. On peut évaluer cette fonction électrique en réalisant un électrocardiogramme. Les fonctions mécaniques et électriques sont donc totalement différentes et s'évaluent de manière différente. Il est important de retenir que si la fonction mécanique est bonne, cela signifie que la fonction électrique est correcte. Par contre, une bonne fonction électrique n'est pas toujours associée à une bonne fonction mécanique.
Le premier rythme que vous devez retenir est le rythme sinusal. Le rythme sinusal, avec présence de pouls, est associé à une circulation correcte. Le rythme sinusal, avec absence de pouls, est associé à une pathologie appelée dissociation électromécanique. Dans ce cas particulier, l'absence de pouls est également associée à un état de mort apparente et nécessite des gestes de réanimation de base. Il est donc très important de ne pas se baser uniquement sur un électrocardiogramme, mais également de tenir compte de l'état clinique du patient. Si on réalise l'analogie suivante, le nœud sinusal est un prof devant sa classe et les cellules du cœur sont ses élèves. Dans le cas d'un rythme sinusal avec pouls, le prof donne son cours et ses élèves réalisent ce qui est demandé par le prof. Le deuxième rythme important est la tachycardie ventriculaire. Dans cette situation, le tracé visible sur un électrocardiogramme est similaire à la figure présente sur le slide. Le nœud sinusal n'est plus à même d'assurer sa fonction de générateur d'impulsion. Un groupe de cellules situées au niveau ventriculaire va alors tenter de remplacer le nœud sinusal en générant des impulsions à fréquence élevée. En règle générale, on considère qu'une fréquence générée au-delà de 180 par minute ne permettra pas de palper un pouls correct. Si nous reprenons l'analogie prof-élève, dans ce cas, le professeur n'est plus à même de donner son cours et un groupe d'élèves tente de suppléer à cette situation. Le troisième rythme que nous voyons est la fibrillation ventriculaire. Le nœud sinusal n'est ici plus à même d'assurer sa fonction de générateur d'impulsion. De nombreuses cellules situées au niveau ventriculaire vont alors tenter de remplacer le nœud sinusal en générant des impulsions à une fréquence très élevée. Cette situation engendre un tracé anarchique sur l'électrocardiogramme et la fonction mécanique sera altérée. Le pouls sera imperceptible et la personne sera en état de mort apparente. En reprenant l'analogie prof-élève, dans cette situation, le prof est incapable de donner sa leçon et l'ensemble des élèves chahute. Le choc électrique, produit par un défibrillateur, est comparable au directeur de l'école entrant dans la classe et criant pour réclamer le silence aux élèves afin que le prof puisse reprendre son cours. Dans le cas de l'asystolie, l'absence de fonction électrique engendre l'absence de fonction mécanique. Cette situation engendre un tracé plat sur l'électrocardiogramme. L'absence de pouls est évidente et la personne sera en état de mort apparente. Penchons-nous maintenant sur la défibrillation. La défibrillation consiste à administrer un choc électrique au travers du thorax du patient. L'objectif de ce choc électrique est d'arrêter une activité électrique anarchique incompatible avec la vie. Les défibrillateurs internes sont implantés chez un patient dont l'état chronique nécessite le placement d'un tel appareil. Les défibrillateurs externes peuvent être manuels ou automatiques. Les défibrillateurs manuels sont eux destinés à un usage sous la responsabilité d'une autorité médicale. Les appareils automatiques, quant à eux, sont destinés à un usage non médical. Ce tableau vous est fourni à titre d'indication et résume l'utilisation des différents types de défibrillateurs en fonction de la catégorie de ceux-ci.
Le défibrillateur est donc un appareil capable d'analyser l'activité électrique du cœur, de générer et concentrer une quantité d'énergie électrique et de la délivrer au travers du thorax du patient. Sur cette diapositive sont représentés différents modèles de défibrillateurs. Un arrêté royal datant du 21 avril 2007 présente l'utilisation du DEA et sa signalisation officielle. Il sera utilisé chez toute personne âgée de plus de 1 an en état de mort apparente, c'est-à-dire une personne non réactive avec respiration anormale. Chez les enfants de moins de 1 an, son utilisation était jusque-là interdite, mais l'évolution des connaissances scientifiques tendent actuellement à envisager la pose du DEA aussi dans ce cadre-ci, mais idéalement en mode pédiatrique. La présence d'un pacemaker n'est pas une contre-indication à l'utilisation d'un DEA. L'utilisation du DEA sera abordée dans la suite de cette séquence via une capsule vidéo que vous aurez l'occasion de consulter. Nous pouvons cependant déjà dire, à ce stade, que les électrodes se posent sur la poitrine nue du patient, une électrode collée sous la clavicule droite et la seconde collée juste sous l'aisselle côté gauche. En présence d'un rythme sinusal sur un électrocardiogramme et en présence d'un pouls, nous avons affaire à un rythme sinusal efficace. Dans ce cas, la personne ne sera pas en état de mort apparente et le choc électrique ne sera pas recommandé. Dans le cadre d'un rythme sinusal présent sur un électrocardiogramme, en absence d'un pouls, nous avons affaire à une dissociation électromécanique. Dans ce cas, le patient sera en état de mort apparente et le choc ne sera pas recommandé. Dans le cas d'une tachycardie ventriculaire avec fréquence supérieure à 180 pulsations par minute présente sur un électrocardiogramme, le pouls ne sera pas perceptible, le patient sera en état de mort apparente et le choc électrique sera recommandé. Dans le cas d'une fibrillation ventriculaire présente sur un électrocardiogramme, le pouls ne sera pas perceptible, le patient sera en état de mort apparente et évidemment le choc électrique sera recommandé. Dans le cas d'une asystolie présente sur un électrocardiogramme, le pouls ne sera pas perceptible, la victime sera en état de mort apparente et dans ce cas, le choc ne sera pas recommandé. Dans ce cas, le choc électrique n'est pas recommandé puisque aucune activité électrique n'est présente. Petite pause maintenant dans cette présentation pour vous proposer un petit quiz relatif aux connaissances. Pour cette première question, vous devez associer chaque rythme vu précédemment avec l'électrocardiogramme qui lui correspond. Après quelques secondes de réflexion, voici la réponse correcte. Pour cette deuxième question, nous vous demandons de déterminer si les rythmes sont associés ou non à un état de mort apparente.
Après ces quelques secondes de réflexion, voici la réponse correcte. Pour cette troisième question, pour les 4 rythmes proposés, déterminez lesquels vont engendrer la délivrance d'un choc électrique externe. Après quelques secondes de réflexion, voici la réponse correcte. Le respect de quelques mesures de sécurité élémentaires est indispensable lors de l'utilisation d'un DEA. L'utilisation d'un DEA n'est pas recommandée si le patient se trouve sur un brancard en mouvement. Si la victime présente un patch médicamenteux directement visible, celui-ci doit être enlevé avant de délivrer le choc électrique. Avant de délivrer le choc, il convient de s'assurer de la sécurité de toutes les personnes présentes dans l'environnement proche, c'est-à-dire les intervenants et les badauds. Bien que les derniers modèles de DEA présentent une sécurité suffisante, des précautions doivent être adoptées par le secouriste ambulancier lors de l'utilisation de ceux-ci dans un environnement avec humidité excessive. L'utilisation d'un DEA n'est pas recommandée dans un environnement ATEX, c'est-à-dire une atmosphère explosive. Certains modèles de défibrillateurs externes automatiques présentent un mode pédiatrique. Pour le modèle présenté ici, le mode pédiatrique s'active en insérant une clé spéciale dans le dispositif. Pour l'enfant de plus de 8 ans, on utilisera le DEA en configuration adulte. Pour l'enfant âgé de plus d'1 an et de moins de 8 ans, si un DEA en configuration pédiatrique est disponible, il sera recommandé de l'utiliser. Sinon, on utilisera un DEA en configuration adulte. Pour l'enfant de moins de 1 an, l'utilisation d'un DEA est actuellement aussi de mise, idéalement en mode pédiatrique. Le DEA sera placé après 1 minute de RCP pour l'enfant de moins de 8 ans, contrairement à l'adulte et à l'enfant de plus de 8 ans, pour lesquels il sera placé en première intention. En guise de rappel, en Europe, on dénombre environ 700 000 arrêts cardiaques par an. Le taux de survie à la sortie de l'hôpital est compris entre 5 et 10%. L'élément vital, réanimer immédiatement. Une réanimation et une défibrillation précoce dans les 2 minutes donnent un taux de survie de plus de 60%. Pour terminer cette présentation, voici un aperçu de la technique d'intervention à 2 secouristes ambulanciers. Celle-ci sera abordée en détail dans la capsule vidéo disponible dans votre espace court e-learning. Merci pour votre attention. Bon courage pour la suite.